bonne soirée, bon début de soirée pour ceux qui nous écoutent en Europe et en France particulièrement. Et puis surtout, un bon midi, un bon début d'après-midi pour les gens qui sont à New York ou aux États-Unis. Et j'ai vu des noms, donc je suis contente de vous accueillir aujourd'hui. Je vais vous proposer une petite visite à travers non seulement la vie d'Hopper, mais aussi ses tableaux, mais aussi, surtout, d'essayer de le mettre dans un contexte un petit peu plus général. C'est un peintre qui a traversé le XXe siècle, étant né à la fin du XIXe et mourant en 1967. Donc, c'est quelqu'un qui a vu la montée de New York comme la première ville mondiale, économique, peut-être politique, on pourrait en débattre, mais surtout une ville qui était assoiffée de culture et d'art. Donc, on va voir ça un petit peu. Il a traversé le siècle. On peut penser qu'il commence à un moment où il y a encore beaucoup de, de, de petites carrioles, il n'y a pas encore vraiment d'automobile. Et puis, quand il finit, Manhattan est plutôt il ressemble à ce qu'on connaît maintenant. Donc, on va faire ce petit voyage ensemble. J'ai décidé aussi de me focaliser un petit peu sur l'idée de Hopper comme un peintre américain, un peu en dehors des normes, qui a trouvé une écoute plutôt positive assez tard dans sa vie, au moment des années 30. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire de l'art américain et surtout de sa carrière? De le voir peut-être un petit peu comme un amoureux de la ville, un flâneur à la Baudelaire, donc sa connexion aussi avec la France et les voyages qui l'ont beaucoup nourri, une espèce de nostalgie d'une vie peut-être un peu plus facile, un peu plus différente. Et puis finalement, de voir sa relation avec la vie new-yorkaise du côté du spectacle. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Pourquoi Hopper était non seulement un avide passionné de théâtre et de cinéma, mais comment ça se voit dans son œuvre. Donc, on a pas mal de choses à faire. Et d'abord, je voudrais commencer avec une petite introduction qui va être un peu loin d'Hopper, mais je vais essayer d'aller assez vite. Et on va un petit peu planter le décor, comme on dit, parce que c'est justement toute cette métaphore du cinéma et du théâtre est très, très important pour le tableau d'Hopper. Donc, on se retrouve dans une ville au début du XXe siècle, qui est déjà une métropolis. La ville a grandi du nord au sud, du bas de la ville, qui est le sud, jusque vers le nord. Vous voyez, je vais trouver mon petit pointeur, ma petite pointue. Vous voyez qu'on part là de Battery Park City, et puis on remonte sur Broadway et on finit là-haut avec Central Park. C'est une carte qui date du temps où il nous manque des ponts sur la rivière Est, et on va en penser. Et on va voir que Hopper se focalise vraiment sur cette côté-là, ce côté de la rivière Est, de Roosevelt Island, qui était à ce moment-là Blackwell Islands, jusqu'au bas de la ville. Il s'intéresse beaucoup moins au côté de l'Hudson, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus majestueux. Il a grandi d'ailleurs au nord de New York. Et on va voir un petit peu à quoi la ville ressemble et quelle est la ville qui va l'engloutir et l'occuper pendant toute sa vie. Une petite rapide vision architecture de la ville de New York. Donc, les gratte-ciel se développent à la fin du 19e siècle grâce à l'invention de l'ascenseur en 1853. Et bien sûr, Chicago, c'est la première ville des gratte-ciel, mais à partir de 1900-1930, jusqu'en 1930, on voit le bas de Manhattan devenir vraiment changer complètement. Et le but de notre voyage aussi, c'est de penser qu'en 1930, en pleine Grande Dépression, on va construire le Rockefeller Center, mais déjà l'Empire State Building est déjà là. Mais là, nous sommes plutôt en bas de la ville, et comme Hopper vit toute sa vie à Washington Square, il est vraiment beaucoup plus attiré par ce côté-là de la ville. Je voulais aussi vous mettre dans l'image, dans la tête d'autres peintres qui ont créé New York, qui ont créé la culture artistique de New York, qui au début du siècle s'appelait l'école de la poubelle, ont été appelés l'école de la poubelle ou l'école des 8. Et d'ailleurs, l'un de leurs peintres est un maître de Hopper, et on en parlera. Mais ça, on voit une ville plutôt
des peintres qui s'intéressent plutôt à l'activité. On va beaucoup parler de l'idée de la modernité. On parle souvent de ce concept quand on parle d'Haussmann et de Paris et des peintres impressionnistes, de la peinture de Manet, mais c'est un concept qui s'applique très, très bien, je pense, à la peinture américaine du début du siècle. Donc ça, c'est des peintres qui ont existé, qui ont développé leur carrière au même moment que Hopper. Ils se sont plutôt arrêtés à la fin, avant la Deuxième Guerre mondiale, mais voilà un petit peu de l'atmosphère de la ville de Hopper. Et comme vous voyez, ces peintres se sont surtout intéressés au côté plus populaire de la ville de New York, les jeunes femmes qui vont travailler, les enfants et la vie grouillante du Lower East Side, les combats de boxe. Ça, nous sommes dans la 5e avenue et vous voyez qu'en effet, soudainement, les enfants sont bien mieux habillés, il y a des voitures, mais il y a quand même du vent. Et bien sûr, les jeunes qui vont se baigner sur ce qu'on va appeler après les piers, les jetés partout autour de New York. Des fois, il nous montre une vision un peu plus raffinée, un peu plus édulcorée, qui, bien sûr, est très influencée par les impressionnistes français. La plupart de ces peintres américains étaient venus d'ailleurs travailler et enseigner et se former soit en France, soit pour la plupart à Düsseldorf ou dans d'autres villes de l'Allemagne. Mais là, vous voyez qu'il nous montre aussi Washington Square, qui va être un endroit préféré pour Hopper, puisqu'il habite là toute sa vie, des scènes de Central Park, mais aussi la scène des gens qui travaillent. Et bien sûr, New York, c'est d'abord un port qui va amener énormément de richesses, une richesse qui deviendra après financière, immobilière à New York, qui est finalement la capitale économique de la ville des États-Unis au début du siècle, au début du XXe siècle. Ce que je voulais vous montrer en vous montrant ces photos de train, et ça, c'est un court-métrage qui a été fait sur le train à New York au début du XXe siècle, c'est vous montrer comment l'idée de la vision de Hopper se transforme et aussi se crée autour de cette idée du train qui rentre dans la ville, qui souvent, ou du métro, parce que ça, nous parlons du métro en fait, le subway, qui rentre dans la ville et qui coupe la ville déjà, des fois même à des endroits un peu étranges, puisque là, nous avons, comme nous avons à Paris, un métro aérien. Et de voir qu'en fait, finalement, New York est une architecture très… même Hopper parlait de ça, de très disgracieuse, qui n'est pas très organisée. Il n'y a jamais eu d'un Haussmann qui a pu organiser la cité et la mégalopolis comme a été organisée Paris, malgré les différentes attentes. Avant la vision d'Hopper, nous avons la vision d'Alfred Stieglitz, qui est un artiste extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est important d'en parler parce que Hopper n'est fait partie d'aucun groupe. Il ne fait pas partie du groupe de Stieglitz qui soutient l'art américain et l'art européen, l'art de l'avant-garde. Il ne fait pas partie du groupe. Après, nous avons le groupe des surréalistes. Bien sûr, il ne fait pas partie de ça. Il ne fait pas partie de Dada. C'est un peintre assez solitaire qui va… dès les années 30, retrouver la reconnaissance, mais qui finalement va être assez en dehors des coteries, assez en dehors des groupes, et ne fréquentera pas beaucoup l'élite culturelle et intellectuelle et artistique de New York. Donc, quelqu'un qui se voit vraiment comme un passant, comme quelqu'un qui habite la ville, mais qui se voit plutôt comme un travailleur, un représentateur qui nous donne des choses à voir, qui partent de sa vision. Donc, Stiglitz était vraiment à l'opposé de ça. Il nous donne au début du siècle une vision très encore romantique, édulcorée, presque, je dirais, pictorialiste, qui ressemble en fait à émuler la peinture de la fin de siècle. On voit chez lui, mais on voit aussi un artiste qui monte sur les toits, qui ne monte pas sur les toits là, mais sur les ponts pour prendre des photos de cette métropole qui va bientôt fasciner tout le monde et attirer beaucoup d'artistes étrangers. Les peintres de Hopper, rapidement, pour vous donner un petit peu une idée, sont donc le chef de file de l'école de la Ashcan School, Robert Enright en anglais, qui peint comme ça des espèces de portraits assez
frontaux, assez humains des jeunes qui habitent des petits Gavroches, l'équivalent des petits Gavroches qu'on appelle en anglais des street urchins, des oursins de la ville, mais qui peint aussi pour gagner de la vie, pour gagner sa vie, des portraits de femmes de la belle société, de la bonne société, et qui travaillent et qui voyagent aussi. Nous, on va rester à New York constamment, mais là, ils voyagent à San Francisco, et là, à San Francisco, comme dans toutes les expositions universelles, ils rencontrent d'autres gens. Les Indiens ont organisé un petit village, donc il fait leur portrait, mais il rencontre aussi beaucoup plus d'Afro-Américains, des gens qui sont complètement, je dirais, étrangers à la peinture de Hopper. Et vous verrez que on voit très peu de gens chez Hopper et on ne voit pas vraiment le peuple de New York et les gens qui travaillent, les gens qui vont même au spectacle. On va parler de ça aussi. Et son autre maître, c'est William Mary Chase, qui est d'ailleurs le créateur de ce qu'on va devenir Parsons School of Design, un artiste qui est beaucoup plus influencé par l'art français, par cet art international. Si vous pensez à des gens comme Whistler, à l'impressionnisme des années 80-90, à des gens comme Sargent, quelqu'un qui lui permet aussi de comprendre un peu mieux la technique, de se raviver sa palette et de s'éloigner un petit peu de la palette un peu plus foncée et un peu plus triste de son maître Enright. Un moment décisif pour la vie d'Hopper, c'est le Armory Show. Pour beaucoup de gens à New York, c'est très important. C'est la première fois qu'ils voient de l'art moderne. Hopper expose, et comme vous voyez, il expose en bonne compagnie avec des gens comme Duchamp, qui est le scandale, le nu descendu de l'escalier, descendant l'escalier, le scandale de l'Armory Show, mais il expose aussi avec Brancusi, avec des peintres anglais, avec des peintres allemands. Une grande exposition d'art contemporain qui avait été organisée par un groupe d'artistes américains. Donc, les artistes américains sont généralement très entrepreneurs, ils savent qu'il faut qu'ils se débrouillent eux-mêmes, donc ils avaient décidé de faire ça pour essayer de montrer au public que l'art américain n'était pas si retardataire. Et bien sûr, ça va être aussi l'un des sujet qui va occuper Hopper. Comment peut être reconnu d'une façon internationale, alors que l'art des impressionnistes, l'art des post-impressionnistes et puis les modernistes européens vont être ce qui va dominer la scène artistique et ce qui va se retrouver chez les grands collectionneurs. Donc, il y a toujours quand même cette espèce de dichotomie en fait entre le goût de l'art européen par les grands collectionneurs et puis la difficulté des peintres américains à trouver des mécènes et une écoute plus internationale. Donc, on voit que Hopper s'intègre bien dans le monde de l'art contemporain. Il vend sa première toile, pas très chère, 250 $. Et puis, après ça, les choses sont un peu plus compliquées, mais il continue à peindre. Il travaille aussi de façon un peu alimentaire en faisant des illustrations. Mais je voulais aussi vous mettre un peu dans cette idée qui peint de façon réaliste, en fait, dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40 aux États-Unis. On pense toujours à Pollock, on pense toujours à l'art abstrait, à l'expressionnisme abstrait, au fait que après la Seconde Guerre mondiale, New York devient la capitale de l'art mondial après que Paris ait eu ce privilège pendant quelques siècles. Et ce qui nous intéresse là, c'est qu'en effet, dans les années 30, que l'on soit en France, en Italie, en Allemagne ou aux États-Unis, on voit ce qu'on voit quand même un retour à l'intérêt pour le corps, pour la figuration. Et Hopper participe exactement à ce courant. Aux États-Unis, souvent, un courant qui lui est parallèle s'appelle le réalisme magique, Magic Realism, très inspiré par De Chirico. Moi, je trouve qu'il y a aussi des choses à connecter entre Hopper et De Chirico, ces places assez vides, cet intérêt pour une modernité où tout est un peu figé, mais il n'y a pas l'anxiété, je trouve, la tension qu'il y a dans la peinture métaphysique de Chirico. Donc, si vous voulez, Hopper fait partie d'une école américaine qui s'intéresse au réalisme de la même façon où nous avons en effet beaucoup de peintres qui retournent au réalisme dans les années 30. On peut penser à la Neue Sachlichkeit en Allemagne, par exemple. Donc, il ne faut pas non plus isoler Hopper trop dans son réalisme. Dans les années 30, en effet, le combat de l'abstraction n'a pas vraiment encore vaincu et on voit un retour à cet intérêt pour la figuration. En avançant un petit peu en avançant plutôt que de reculer, excusez-moi.
voulais aussi vous parler brièvement du WPA, du moment en effet de la Grande Dépression et quand le président Roosevelt décide d'aider les artistes et puis aussi de penser ce moment comme un moment pour essayer de retrouver qu'est-ce qui est américain dans la culture américaine, comment pouvons-nous créer un pays où tous les gens viennent de d'autres continents, d'autres pays et comment peuvent-ils se sentir américains, surtout à un moment où on commence des programmes sociaux pour aider les gens qui souffrent du chômage. Il y a 25% des gens qui sont au chômage en 1933 aux États-Unis. Donc, vous pensez que les artistes ont aussi besoin d'aide. Donc, le WPA, c'est la première fois que le gouvernement américain s'implique dans la vie culturelle et la vie artistique, donnant du travail aux artistes, soit en leur demandant de créer des posters, des documents, pour des affiches, pour promouvoir, et on peut même penser peut-être un peu des idées de propagande, de peindre aussi des fresques et des décorations publiques dans les lycées, dans les mairies, comme vous en voyez là, de servir aussi de conservateur et de repenser au 19e et au 18e siècle, de retourner un petit peu pour essayer de documenter ce qu'était l'Amérique avant le 20e siècle. Et puis, il y a beaucoup de cours gratuits. Et puis surtout, ils essaient de créer des portfolios et des groupes d'estampes et de gravures pour que les artistes, non seulement pour éduquer l'Américain moyen à devenir collectionneur, mais aussi pour que les artistes puissent non seulement avoir un peu d'argent comme ils recevaient toutes les semaines, mais aussi avoir des revenus un petit peu indépendants. Donc, un moment important dans la formation et pour la reconnaissance de Hopper, qui finalement est très productif dans ces années. Des personnes qui ont permis à Hopper de rester dans l'histoire de l'art, je pense qu'il faut vraiment parler de Gertrude Vanderbilt Whitney, celle qui a créé le Whitney Museum of Art, une grande artiste du début du XXe siècle, aussi une des familles patriciennes de New York. Et souvenons-nous bien qu'aux États-Unis et à New York, les musées sont des affaires privées, le MoMA est privé, le Metropolitan Museum est privé, le Whitney Museum of American Art est privé aussi, et le sont depuis leur fondation, sans les patrons et les mécènes qui font partie de ces grandes familles industrielles. Il n'y aurait pas beaucoup de culture à New York, et ça, c'est une chose assez différente de la France. Donc, Hopper est une personne qui trouve sa place au Whitney, qui est spécialisé dans l'art américain, qui est créé un petit peu pour faire pendant au Museum of Modern Art, au MoMA, qui lui est vraiment, vraiment focalisé sur la peinture européenne. Et d'ailleurs, vous voyez là un Hopper assez âgé, et vous voyez aussi comment on expérience, on visitait des musées au milieu du XXe siècle, puisque finalement, le Whitney Museum se trouve dans un brownstone, dans une maison traditionnelle new-yorkaise, et c'était comme ça qu'on visitait les expositions. Donc, une chose un petit peu aussi pour nous mettre en appétit, pour comprendre Hopper un petit peu mieux. Hopper est très rapidement reconnu par le Whitney. Il va participer à la plupart des expositions qui ont lieu tous les ans, les ancêtres de la Biennale du Whitney qui maintenant a lieu tous les 2 ans. Mais dès 1933, il trouve aussi écho au Musée d'art moderne de New York, et Alfred Barr va lui faire sa première rétrospective en 1933. Mais là, je voulais vous montrer les femmes qui sont responsables de la naissance du Musée d'art moderne à New York. Abby Rockefeller, bien sûr, la famille Rockefeller est toujours, comme la famille Whitney, très présente dans la vie culturelle new-yorkaise, et on pourrait en faire de longues conversations et de longues conférences. Elle est une grande amateur d'art moderne. L'art moderne, à ce moment-là, ça va de l'art impressionniste à l'art contemporain. Elle possède ces magnifiques fleurs de Monet, mais elle est aussi une grande amatrice d'art américain, et spécialement d'art qu'on appelle le folk art, l'art des premières l'art populaire américain, en fait, l'art des premiers immigrants, des premiers colons, et aussi les objets qui font partie plutôt de la vie quotidienne, comme des enseignes et des choses comme ça. Et elle créera le MoMA finalement avec 2 de ses amies, Lily Bliss et puis Mary Queen Sullivan, parce que sa collection avait trop grandi et son mari avait un goût très, très conservateur. Et donc, le 3e étage que vous voyez là de sa maison
à Manhattan était trop grand et il a fallu elle n'était plus assez grand justement. Il a fallu qu'elle fasse quelque chose. Donc, elle ouvre le MoMA et travaille avec Alfred Barr pour donner à New York un musée d'art moderne en 1931. Si vous viviez à New York, vous pouviez aussi, et bien sûr, le MoMA a une façon très différente de voir l'art que l'art américain de Madame Whitney. Et Alfred Barr fait ça de façon très théorique et très organisée. Donc, tous les mouvements vont de l'un à l'autre et on commence bien sûr avec l'impressionnisme et le post-impressionnisme pour arriver au cubisme et à tous les ismes du modernisme européen. Si vous étiez à New York, il y avait d'autres façons de voir de l'art contemporain. Et vous voyez jusqu'à maintenant, pas beaucoup d'art américain et surtout de l'art français qu'on dirait abstrait ou d'avant-garde, Léger, Picasso, la peinture de Kandinsky au Guggenheim, la peinture de Duchamp avec Catherine Greyer, qui était sa grande mécène, les œuvres de Picasso, si vous alliez au Museum of Living Art, qui était à New York University, aussi l'œuvre d'un mécène qui s'appelait Galatine. Donc, où est Hopper? Et vous commencez à vous demander ce qui se passe, où est-il? N'oubliez pas aussi que dans les années 40, New York devient un aimant pour tous les artistes en exil, comme Mondrian, comme Léger, comme les surréalistes. Et bien sûr, Mondrian nous laisse ces très grandes peintures, une d'ailleurs accrochée du mauvais sens, et c'est pour ça que j'ai mis les deux, Victoria Boogie Boogie et New York, un hommage au damier et à la modernité de la ville. Voilà aussi rapidement son atelier dans la 59e rue, pas très loin du MoMA. Et puis donc l'anti-Hopper, Jackson Pollock, le peintre qui, lui, ne pense pas tellement à sa place dans la société américaine, et qui se voit encore comme un héros romantique, qui se plaît pas tellement comme un dandy, alors que Hopper était plutôt dandy à la Baudelaire. Jackson Pollock se voit plutôt en blue jean, dans sa Ford T, en homme de l'Ouest, en cow-boy. Et c'est une personne dont Hopper ne parle pas. Quand il va à Paris, il dit qu'il n'a même pas connu Picasso, il ne sait même pas qui il est. Avant de nous plonger pour la fin de la conférence dans la ville de Hopper, je voulais vous montrer la ville de Georgia O'Keeffe, très différente de celle d'Hopper, tout en verticalité, tout en abstraction pratiquement, la fumée de la chaleur, des feux, du chauffage devient vraiment des espèces de mélodies qui sont connectées avec la musique d'ailleurs. C'est une vision très abstraite de la ville, mais comme Hopper, pas très habitée, pas avec beaucoup de calme ou beaucoup de silence. Manhattan, un film très important qui nous montre l'antagonisme de ce que je viens de vous montrer, le contraire. Un film par Charles Schiller, aussi de la génération de Hopper, et Paul Strand, un photographe très important qui était du cercle de Stiglitz, où là, il capture la vie qui travaille, les gens qui arrivent en ferry, d'autres de Brooklyn ou de Staten Island, la grandeur de la métropolis, ces contrastes de noir et de blanc, une vision très différente de la vision de Hopper. Des visions encore un peu différentes, des espèces de poèmes vivants avec la vitesse de la voiture d'incendie, du camion de pompiers qui passe à toute vitesse dans les rues de New York, un hommage à William Carlos Williams, le poète, par Schiller, une vision assez tranquille du métro, aussi des années 30, d'une artiste qui est la femme de Guy Pen-du-Bois. Donc, les femmes ne sont pas absentes de cette vision de New York, une vision tellement différente, celle d'Isabelle Bishop, un des membres de l'école de la 14e rue, qui s'intéresse aux travailleurs, aux jeunes femmes, une chose aussi, Hopper, vous retrouverez ça chez Hopper, je voudrais vous montrer ça un peu plus tard, qui s'intéresse plutôt à l'endroit un petit peu au nord de chez Hopper, à Union Square, avec la 14e rue, et Hopper, lui, sera plutôt autour de Washington Square, donc on va voir ça. Et puis finalement, nous voilà. Nous arrivons et nous allons passer ces derniers moments avec Hopper. Nous allons voir un peintre qui grandit
dans une famille assez aisée, très stricte, très conservative, très conservatrice, euh, baptiste. La religion est très importante, d'origine hollandaise, et sa femme qu'il rencontre quand il a 40 ans. Il se marie, une de ses amies qu'il connaissait quand ils étaient chez, à l'école ensemble avec Robert Andrei. Ils vont tous se marier assez tard, et grâce à elle, la carrière de Hopper va se mettre à démarrer. Et nous les voyons encore un petit peu, tous les deux, un peu plus âgés. Une fois qu'ils ont un peu plus d'argent, ils peuvent aller passer les hivers, l'été en dehors de New York. Il fait très chaud. Ils vont à Cape Cod, et je pense que la plupart de vous connaissent vraiment bien ces tableaux d'Hopper, ces maisons blanches. Dès qu'ils vendent un tableau en 1927 pour 1 500 $, ils s'achètent une voiture. Ça leur permet de partir ensemble. Ils vont travailler ensemble toute leur vie. On la connaît beaucoup moins bien que lui, mais vraiment, grâce à elle, il va pouvoir avoir des expositions importantes au Brooklyn Museum. Elle va vraiment s'occuper de lui. Elle va être son manager, et voilà quelques exemples de son travail, elle. Elle est aussi responsable d'avoir conservé ces espèces de livres de contes où elle note tout. Des fois, elle coupe des morceaux de journaux, comme vous pouvez y voir en bas. Elle va, elle va nous permettre de suivre Hopper pas à pas dans sa vie quotidienne, avec des petits détails de toute sa vie. Et ça va se durer jusqu'à la fin jusqu'à la fin de la vie d'Hopper en 67. Hopper a donc gagné sa vie au départ dans les années 20 quand il avait du mal avec des illustrations, et vous voyez comme il était talentueux, mais vous voyez aussi que le monde de la littérature et le monde du théâtre l'intéressent déjà, et surtout dans ces deux illustrations que vous voyez là. Là, il a travaillé, il a gagné sa vie comme ça. Il faisait des livres, des publicités, des illustrations de livres, des rapports pour des corporations comme la corporation Morse ou pour des agences de voyage. Donc, voilà Hopper en 3 photos, plutôt 3 images. Early Sunday Morning, le Night Hawk et la maison à côté du train. Je voulais vous dire que cette maison est importante parce que c'est le premier tableau qui est rentré dans les collections du MoMA en 1930. Stephen Clark, un grand donateur du MoMA qui avait acheté ce tableau à Hopper, l'a vendu. Donc, dans les années 30, Hopper devient assez riche et il a une bonne vie, mais il continue à vivre sa vie très, très simple. Il vit à Washington Square, et c'est pas du tout luxueux, pas du tout, ne voyage plus à l'étranger. Il va aller tous les jours à New York, il va se balader, il va faire comme un flâneur. Je pense que cette façon est très positive de le voir. Là, on le voit sur la 7e avenue. Là, on voit une ville de New York. Là, on voit un endroit un peu plus indéterminé. Donc, il travaille comme un peintre un peu académique. Il part à New York, il part arpenter New York, et il va prendre des petites scénettes, il va prendre des petits morceaux de vie, et puis après, il les reconstruit dans son atelier. Il va visiter les ponts, et je voulais voir rapidement parler un petit peu du fait que la touche de Hopper a évolué un petit peu. Après ses voyages à Paris, quand il commence en tant que jeune débutant new-yorkais dans les années 30, dans les années 13, quand il expose à l'Armory Show, on voit encore une touche assez qui n'est pas très, très serrée encore. On voit l'impression un petit peu, je dirais, l'influence de la peinture moderne européenne on regarde un petit peu au début de Matisse, la fin des impressionnistes, le post-impressionniste. Tout est en petites touches, des petites touches de couleurs qui recréent une vision un peu globale de ce Queensboro Bridge, qui est l'un des derniers ponts à avoir relié le continent, pas le continent Manhattan, puisque Manhattan n'est pas sur le continent, c'est une île à part entière, au grand quartier de Queens, qui est le plus grand quartier, les grands quartiers avec Brooklyn, où les travailleurs et les gens habitent. Donc, chez Hopper, ce qu'on va voir, c'est un amour de la ville horizontale, un amour de la rivière, un amour d'endroits qui sont toujours un petit peu isolés. Souvenez-vous de ce que je vous ai montré quand je vous ai montré de Chirico, des endroits qui ne sont certainement pas les endroits qui mettent New York en valeur comme un centre culturel ou comme un bel endroit. On ne voit pas les monuments dont les New-Yorkais sont très
ont beaucoup de fierté. Par exemple, la New York Public Library, la bibliothèque sur la 42e rue. On voit des endroits étranges comme Roosevelt Island, Blackwell Island, qui est un endroit où les gens qui ont la tuberculose, les gens qui sont très, très malades, sont isolés, en fait. Donc, tout ça, ce que vous voyez, ce sont des hôpitaux. Maintenant, c'est une île totalement, je dirais, résidentielle où l'université de Cornell vient d'établir un nouveau campus. Donc, ça a bien changé. Mais des endroits qui sont pas toujours des endroits qui montrent New York d'une façon très positive, mais des endroits qui nous décrivent New York, qui nous décrivent New York pas forcément comme une mégapole, pas forcément comme une métropolis, mais plutôt comme une ville qui peut être presque comme une petite ville, une ville du milieu des États-Unis, du Middle West. Ce qui m'intéresse particulièrement chez Hopper, c'est l'amour qu'il a du train et l'amour qu'il a du voyage en train ou même du voyage en métro, et là, du voyage en métro. La façon dont il décrit vraiment son travail comme un travail où il veut partager avec les gens ses impressions les plus sensibles. Il ne s'intéresse pas à l'art pour l'art. C'est pas un Pollock, c'est pas un Matisse. C'est quelqu'un qui veut utiliser les outils qu'il a dans sa boîte d'artiste, sa toile, la peinture à l'huile, souvent l'aquarelle ou même les estampes, les eaux fortes. Il utilise la composition, la toile, les peintures, le dessin pour transmettre ses impressions les plus intimes sur la ville. Et donc, vous allez voir que finalement, c'est quelque chose qui est personnel à Hopper. Ce n'est pas quelque chose qui nous paraît si froid que ça quand on sait que c'est vraiment sa réaction, son enthousiasme, sa vision quand il prenait le métro et qu'il pouvait justement se mettre et traverser et arriver au-dessus du Williamsburg Bridge. Et encore, cette idée qu'on n'est pas toujours à New York dans le métro, on est en l'air, même quand on est dans le métro, on est sur les toits, on regarde cette petite dame qui regarde le train passer, on ne sait même pas. Il y a cette même isolation des gens, cette espèce d'aliénation, cette espèce de modernité, ce modernisme qu'on a vu aussi chez Manet, quand il peint des gens qui sont ensemble et qui ne se regardent pas. Je pense qu'il faut aussi penser à ça quand on pense à Hopper. Donc, quelqu'un qui aime beaucoup l'idée de la vitesse, qui aime beaucoup la façon dont la vitesse est transformée. La vitesse transforme votre vision. Il dit qu'arriver dans une ville en train, c'est la chose la plus intéressante qu'il connaisse. C'est à la fois un peu étonnant et un peu effrayant parce qu'on arrive vite, mais c'est une façon extraordinaire d'appréhender des nouveaux endroits. Donc, je vous emmène un petit peu pendant qu'on continue notre voyage avec Hopper. Là, nous sommes au niveau de la rivière, sous le pont de Williamsburg, et on voit l'aquarelle aussi, un médium de prédilection pour cet artiste flâneur et voyageur, aussi un médium très important pour le modernisme américain. Et on connaît des très grands peintres comme Schiller, par exemple, comme Demousse, qui ont vraiment, comme Marine, comme Dove, qui ont vraiment travaillé l'aquarelle qui, souvent en Europe, est vue comme quelque chose de pas très important pour le canon du modernisme, comme quelque chose de très important et quelque chose de typiquement américain, et il faut s'en souvenir aussi. Ça nous permet de comprendre un peu mieux l'intérêt que les peintres américains comme Hopper avaient pour l'aquarelle. Donc là, nous sommes sur le le Manhattan Bridge, et je voulais vous faire marquer comment Hopper s'intéresse un peu à ce, je dirais pas grand angle, mais il y a quelqu'un qui est là sur le côté. Vous allez voir sa petite silhouette tout à côté. Il a une petite, on pense qu'il est sans doute un travailleur. Il a sa casquette et son manteau assez noir. On le voit à peine. Il participe pas tellement. Il est sur le quai du métro, en fait. Il attend. Il est seul, mais en même temps, le temps est toujours suspendu. Et vous allez comprendre ça. Chez Hopper, c'est important d'en voir plus pour comprendre un petit peu ça. C'est quelque chose qui l'intéresse. Il a arrêté un petit peu comme un arrêt sur image. Et il faut penser aussi qu'il travaille tout en atelier. Donc, il va avoir fait ses petites esquisses, ses petites aquarelles, et après, il revient, il recompose. Donc, en effet, c'est un moment personnel, un moment qu'il a créé lui-même, qu'il a abstrait en fait. Et c'est pour ça aussi, je pense que ces peintures, des fois, nous apparaissent presque comme des peintures conceptuelles, une vision conceptuelle de la vie. Je voulais vous montrer un petit peu comment d'autres peintres peignent à la même époque.
Et Thomas Hart Benton, un des grands régionalistes, le maître de Pollock d'ailleurs, chez qui Pollock a fait ses premières armes, qui peint Washington Square, là où les artistes d'ailleurs vendent leurs œuvres d'art dans une espèce de foire à ciel ouvert, et puis de voir un petit peu comment Union Square est représenté par Hart Benton, et une vision un peu moins positive que je voudrais que vous gardiez en mémoire, parce qu'on voudrait la comparer avec la vision que Hopper nous donne du théâtre et des distractions du cabaret new-yorkais. La ville de New York est aussi une ville très, très importante pour tout ce qui est pièces, concerts, films, et bien sûr, et cabaret. Nous sommes maintenant chez Hopper, et la plupart du travail qu'il fait, il monte sur son toit et il nous donne à voir Washington Square, qui était l'endroit où l'aristocratie new-yorkaise du 19e habitait, et ça a bien changé au 20e siècle. Au 20e siècle, la ville Washington Square devient New York University. Beaucoup de bâtiments sont maintenant l'université de New York. Et d'ailleurs, Joe et Edward Hopper sont des conservateurs. Ils ne sont pas très, très heureux que leur Washington Square soit envahi d'étudiants, soit racheté par l'université. Ils aiment la préservation du quartier. Ils s'intéressent justement au côté historique. Et là, on voit Hopper qui est sur son toit. Il habite au 3 Washington Square South. Et un petit peu d'intérêt pour un de ses premiers gratte-ciel qui vient totalement changer la vie, le bas de la ville en fait, et l'endroit entre Washington Square et Union Square, une des premières gratte-ciel résidentielles en fait de ce quartier. Et comme vous voyez, Hopper réduit l'architecture au minimum. On a presque même l'impression que nous sommes devant un décor de théâtre. C'est comme si l'intérieur n'existait pas, et c'est comme s'il nous montrait principalement que des façades. Je ne peux pas résister, je vous montre un autre de ces aquarelles qu'il a fait. Il a fait à peu près 10 aquarelles des toits de New York, et celle-là, ce n'est pas un toit, ce n'est pas de Washington Square, c'en est une autre, mais vous voyez aussi comment il s'attache à des endroits qui sont toujours aussi iconiques à New York, c'est-à-dire les réservoirs d'eau, qui sont les seuls moyens pour encore aujourd'hui, pour avoir de l'eau, et de l'eau chaude à New York, de l'eau qui monte des canalisations sous la terre sous le sous-sol new-yorkais jusqu'à chez nous. Donc, on voit une New York très verticale, un New York qui ne s'intéresse absolument pas aux endroits, je dirais, chics, ou même aux endroits plus riches ou plus luxueux. Un New York qui ne s'intéresse pas non plus à tout ce qui est le chaos de la vie quotidienne, au bruit, et tout est très silencieux chez Hopper. Même si Hopper a grandi dans une famille très privilégiée, dans une belle maison, dans un endroit qui s'appelle Nyack, où on construisait tous les beaux yachts qui descendaient et remontaient l'Hudson, il ne s'intéresse pas tellement aux quartiers riches comme le Upper East Side ou le Upper West Side. Il y a une série assez intéressante sur Central Park, et je vous montre le Bridle Pass, les gens qui sont sur les allées cavalières sur le West Side, et puis cette vision un peu à la Vallotton plongeante d'une nurse qui promène son bébé, le bébé qu'elle garde dans un landau, avec un Porsche un peu plus luxueux que les Porsches que vous avez vus jusqu'à maintenant, avec les endroits que vous avez vus autour de Washington Square. Dans les années 20, Hopper est quelqu'un qui a toujours besoin de gagner de l'argent, et dans les années 20, les Américains collectionnent les estampes, et spécialement les eaux-fortes. Donc, il nous donne une vision de New York en noir. Je voudrais qu'on se rappelle des gravures du peintre français, du graveur français romantique Mérion, qu'on pense aussi peut-être aux photos d'Adjay ou aux photos au comté de Seurat, à ces silhouettes. Et il nous donne toujours une vision très filmographique, très théâtrale de New York, avec des vues très intéressantes. On se souvient que Manet et Degas aimaient bien comme ça regarder les choses de façon différente, et nous donner des points de vue qui sont très différents. Donc, on voit un Hopper un petit peu à contre-courant, qui ne célèbre pas la ville, mais qui l'adore, qui flâne, qui travaille, qui se voit comme un travailleur de la ville, et qui, des fois, ajoute un côté
un petit peu étrange à sa modernité. Il se lance un petit peu dans l'anecdote et nous donne des visions de couple dans des trains, dans des métros tard le soir. Et c'est à nous d'imaginer ce qui se passe. Mais toujours avec des grosses hachures, il fait des eaux fortes qui sont magnifiques. Et il a d'ailleurs une presse chez lui. Il tire ses eaux fortes lui-même. Il faut savoir que toutes les femmes chez Hopper, c'est sa femme, c'est son modèle. Il la déguise, il lui donne des noms différents. Elle peut être à la fois quelqu'un qui fait de la machine à coudre dans le Lower East Side, dans les immeubles pauvres du bas de New York. Elle peut être un peu plus intéressante, toute nue sur son lit quand le vent se lève. Elle peut être aussi quelqu'un qui mange toute seule dans un restaurant. Et nous allons voir un petit peu ça aussi. Euh, Hopper est quelqu'un qui s'intéresse à la modernité, pas une modernité très vivante, pas une modernité qui fait beaucoup de bruit, mais les saloons, les drugstores, et toujours avec un peu d'ironie. Et si j'avais plus de temps, je pense qu'il faudrait qu'on parle un petit peu de l'ironie de ces peintres des années 30, quand on parle de Grantwood, quand on parle de Hopper, et ce côté un petit peu, je dirais, humour au deuxième degré, parce que je pense que vous reconnaissez que ça, c'est une publicité pour des laxatifs. Donc là, on est de nouveau à New York tard, la nuit, sans personne, mais en même temps, le pharmacien est encore ouvert et nous donne une vie assez étrange, nous fait penser à New York d'une façon très différente. Nous, c'est un New York que nous donne à voir, qui nous transforme en voyeurs. Et c'est ça que Hopper veut faire. Il veut nous faire parvenir à la sensation qu'il a donnée lui-même quand il a marché dans New York, quand il a fait quand il a croqué les gens sur le pouce. Il reconstruit une espèce de réalité pratiquement fictionnelle, mais réalité aussi, parce qu'on reconnaît tout chez Hopper. On a déjà été là, on a déjà vu ce film, on a un peu l'impression de voir des storyboards, même des fois presque comme des bandes dessinées ou des films qui vont se défiler devant nous. Mais en même temps, il y a toujours cette atmosphère de calme et cette distanciation qui fait qu'on finit par se consacrer à regarder les détails sur les espaces, sur la façon dont les ombres jouent avec la pendule, par exemple, sous la façon dont la publicité qui nous signale que c'est un barbier, que c'est un coiffeur, joue avec le mur de l'extérieur. On est dans un espèce de monde assez étrange qui n'est pas tout à fait réel, mais aussi pas tout à fait artificiel. Et la série qu'il fait sur les femmes qui mangent toutes seules ou avec une personne qui viennent prendre une restauration rapide, c'est ces femmes qui travaillent, ces nouvelles femmes qui travaillent dans les années 20 et 30, qui sont soit avec leurs amis, soit peut-être avec et c'est à vous d'imaginer qui sont ces gens. Euh, on est dans un restaurant en étage, on voit le signe, la signalétique derrière. Ce n'est pas des restaurants chics, ce sont des restaurants où les jeunes femmes qui travaillent peuvent venir manger une petite soupe. Et c'est aussi des restaurants qui parlent de la diversité de New York, parce que finalement, nous sommes dans un restaurant chinois et comme on le sait bien, le chop suey est un plat qui a été inventé par les Chinois qui sont venus travailler aux États-Unis. Et je voudrais vous rappeler encore une fois que le monde de New York, de Hopper n'est pas très divers. On voit rarement de gens, comme on sait de toute façon que c'est souvent sa femme qui pose, ou des gens. On ne voit pas vraiment la diversité de New York. Il ne s'intéresse pas beaucoup à Harlem, comme beaucoup de peintres de son époque. Il ne va pas écouter du jazz. Il va juste au théâtre et au cinéma. Et il nous donne ces visions très théâtrales de, de, de jeunes femmes ou de jeunes personnes qui travaillent dans la restauration. Ça, c'est aussi important parce que je pense qu'il faut se remettre un petit peu en mémoire l'idée de la modernité, des gens comme Degas, comme Manet, qui nous font rencontrer les femmes qui travaillent, celles qui sont lingères, celles qui servent dans les bars. Et je pense que quand vous voyez ce tableau, vous pouvez aussi penser au bar aux Folies Bergères de Manet. Ça, c'est encore sa femme. Et d'ailleurs, dans un des croquis, il note transformer Joe en belle femme blonde qui travaille. Donc, vous voyez, il y a un petit peu d'humeur un peu sarcastique, je pense beaucoup d'humour entre lui et sa femme, mais aussi une relation des fois un peu tendue et un peu difficile. Cette jeune femme
mange d'une façon très moderne et je pense que vous ne voyez pas du tout pourquoi c'est moderne dans ce tableau, c'est qu'en fait, nous sommes dans un automate. Donc, elle a été chercher avec une pièce de 25 cents, un peu à manger, un sandwich, une soupe, dans un truc, une machine automatique, en fait. Je vais finir maintenant en vous faisant, en nous continuant à être des regardeurs ou des voyeurs. Et depuis les années 20 jusqu'aux années 30, même plus tard, Hopper va nous faire voir comment sont les gens chez eux, dans leur vie, mais toujours de façon assez, je dirais, discrète et calme. Il n'y a pas trop d'érotisme chez Hopper, même s'il y a très souvent des femmes nues, des femmes assez déshabillées, des femmes qui montrent, vous voyez, des parties intéressantes de leur anatomie. C'est quelqu'un qui a toujours eu assez de mal à, il n'aimait pas trop les ateliers de modèles vivants. Il avait toujours un peu de mal. C'est toujours quelqu'un qui se voit très conservateur et assez traditionnel dans son approche avec la vie. Et même quand il était à Paris, il s'est pas trop laissé aller, comme beaucoup de ses compatriotes. Comme toujours, Hopper nous fait voir un petit peu comment il travaille. Et voilà ce fameux tableau. Et vous voyez comment il est vraiment transformateur et que en peinture, le côté réel, la relation peut-être plus humain. Vous voyez la personne qui regarde, il travaille, le monsieur travaille, la dame regarde un petit peu, la secrétaire sans doute regarde un petit peu. Il y aurait beaucoup à dire sur le genre et la vie de Hopper. Là, tout est devenu presque grotesque, un petit peu comme dans un théâtre. Elle a trop de rouge à lèvres, il l'ignore totalement, mais il y a quand même le vent qui rentre par la fenêtre ouverte. Je finis avec son amour du théâtre et la façon dont, au départ, on se trouve presque dans un dessin de Seurat, et la façon dont il travaille encore, le fameux théâtre la nuit, où il nous fait participer, mais il nous fait participer encore au travail de l'ouvreuse, et on devient aussi, pas acteur, mais on s'assoit avec les gens qui sont venus voir le film, et vous voyez le film là, un film en noir et blanc, bien sûr. Des moments bizarres, un peu volés, un peu étranges, des moments qui, encore une fois, ne sont pas des moments de grande célébrité. On ne voit pas les artistes qui viennent saluer, on ne voit pas l'orchestre quand il joue, on ne voit pas les acteurs. Il y a un tableau où on voit deux acteurs blancs qui sont presque comme des pantomimes que je ne voulais pas vous montrer aujourd'hui pour me consacrer à des choses un peu moins connues. On voit toujours des gens un peu seuls, encore cette histoire de modernité, un peu aliénante, où les gens ne savent plus très bien se parler, où on participe ensemble à un spectacle, mais finalement, on est toujours tout seul. Et puis, l'importance du soleil, ça c'est une chose, on aurait pu faire une conférence complète, la façon encore, la précision avec laquelle il travaille. Et je voudrais que vous vous souveniez de Hopper comme un grand travailleur, comme quelqu'un qui n'arrête pas, même quand sa santé décline. Et que ça, les deux prochains diapositives sont des diapositives de son travail plus tard, dans les années 50. Il n'est pas en très bonne santé et il est de moins en moins dehors. Il s'occupe beaucoup de sa mémoire. Il crée des fictions, en fait. Vous voyez cet hôtel près des rails, près des rails du métro. Cette femme toute seule, est-ce que c'est une ouvreuse qui est restée à la fin pendant un entracte? Ces gens tout seuls, ou même encore ces deux personnes dans une cafétéria ou ces personnes dans un train, encore une fois. On parle toujours d'aliénation, d'isolation. Les personnages deviennent presque des mannequins. On se rappelle presque ses premiers, quand il était illustrateur, je pense qu'il se souvient énormément du travail qu'il a fait. Les gens sont très stéréotypés. Pour nous qui avons vu récemment beaucoup de cette série sur Netflix qui s'appelait Mad Men, on a presque l'impression qu'il y a ce côté un peu tranchant, un peu sec qu'il y avait dans le… Et je pense que l'esthétique Hopper a beaucoup influencé les gens qui ont créé, bien sûr des gens comme Hitchcock, les gens qui ont créé les séries comme Mad Men, par exemple, et ça, on pourrait en parler encore beaucoup. Je vais m'arrêter là. Je vais vous remercier de votre attention. Je vais maintenant ouvrir les questions et voir s'il y a des questions, s'il y a des gens qui sont encore vivants après ce très grand voyage. Et je vais vous rappeler aussi que si vous avez apprécié ce genre de conférence, je reviendrai 2 fois encore
pour vous parler de Munch et aussi parler d'histoire de modernité et de parler de modernité aussi avec ma conférence sur John Mitchell et Claude Monet. On va tisser des liens entre toutes ces conférences. Mais pour les questions, je pense que j'aimerais mieux revenir sur ces derniers tableaux de Hopper.